en s'enrichissant et en faisant en sorte qu'au bout du compte, tout le monde est un peu gagnant. Qu'on pense aux États-Unis, on en a parlé quand même beaucoup ici dans l'émission. Les États qui jouxtent la frontière canadienne, entre autres, qu'on pense au Dakota, mais toute cette région-là, au nord des États-Unis, puis même en Pennsylvanie, vers la côte est, il y a un boom absolument extraordinaire dans le gaz de schiste. Et là, on regarde autour, on regarde le bord de l'océan Atlantique, et on se rend compte que, ouais, en Europe aussi, ça développe. Il y a bien sûr le fameux débat qui doit demeurer, il doit y avoir un débat entre ceux qui disent qu'il y a un mirage du gaz de schiste et d'autres qui croient à un miracle économique, entre autres pour la France. Mais regardons du côté de l'Union européenne. L'Union européenne, cette semaine, en fait hier, a dit ne pas vouloir interdire la fracturation hydraulique. Non. On va bien sûr regarder, voir s'il y a des lacunes législatives. On va s'assurer qu'il y a un cadre environnemental. On veut que ça se fasse avec du bon sens. On veut que ça se fasse dans une rigueur. Et là, des pays veulent accorder des permis. Entre autres, la Pologne, qui a donné le feu vert pour l'exploitation de gaz de schiste, veut se défaire de sa dépendance par rapport au gaz russe. Il y a la Roumanie, la Hongrie, l'Espagne qui est vraiment dans le trou. L'Espagne qui est pas placée pour dire non à grand-chose. Et il y a la France. Et l'une des grosses nouvelles, je vous dirais, cette semaine là-dessus, dans le domaine de l'énergie en France, je sais pas si on peut appeler ça une conversion, mais on peut très certainement parler d'un changement de cap. C'est le ministre du redressement productif. Un drôle de nom, hein? Mais je pense que c'est un nom approprié, si on parle de la France. Arnaud Montebourg, qui était auparavant un opposant au gaz de schiste, qui est redevenu partisan de gaz de schiste. Qu'est-ce qui se passe en France? On s'en va faire un tour en France. Avec notre bon ami Ulrich, qui est au bout de la ligne. Ulrich Génisson. Comment ça va, Ulrich? Bonjour, Dominique. Ça va très bien. Comment se passe l'été en France, dans la région parisienne? Alors, l'été en France, nous sommes au bord d'un schisme socialiste grâce au schiste. Ah oui? Raconte, parle-moi de ça. Quand tu mentionnes schiste socialiste, là, tu parles bien sûr de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le ministre, donc, socialiste, le ministre dans le gouvernement Hollande, qui, lui, Arnaud Montebourg, était contre, et là, il est pour. Parle-moi de la chicane, parle-moi des deux camps là, qui s'affrontent actuellement dans l'actualité. Ça fait quand même beaucoup jaser actuellement en France que ces gaz de schiste. Ça remonte à 2011, c'est-à-dire qu'en 2011, nous avions un gouvernement et un président de droite. Finalement, sous la pression des écologistes, ils ont fait voter un moratoire. On avait interdiction donc d'exploiter les gaz de schiste. Et puis les socialistes, eux, voulaient faire voter une motion encore beaucoup plus radicale. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais c'était déjà dans les cartons. Donc en 2011, M. Montebourg, le ministre du redressement productif, voulait aller beaucoup plus loin. Et puis en 2012... il voulait déjà un petit peu en reparler, il avait un petit peu changé d'idée, et puis là en 2013, il se voit bien faire du gaz de schiste écologique. Donc dans un gouvernement 100% socialiste avec quelques écologistes, sachant que le président de la République, lui, s'est engagé durant son mandat à ce qu'il n'y ait aucun gaz de schiste ou pétrole de schiste durant son mandat. Exact. Il l'a d'ailleurs réitéré, Ulrich, François Hollande, qui lors de son intervention le 14 juillet, lors de la fête nationale, a dit non, il n'y a pas question. Il l'a dit à la télé, opposition à toute exploitation des gaz de schiste. Oui, exactement. Pourquoi il a changé d'idée? Montebourg? Parce que lui, c'est le ministre du redressement productif. Alors, comme si un redressement improductif, ça pouvait exister, et comme si un ministre productif, ça pouvait exister. Donc, il faut qu'il justifie son poste en créant des emplois, comme en ce moment, chaque mois, on en détruit environ 70 000. Il faut créer des emplois coûte que coûte. Donc, il se voit bien faire une sorte de grand organisme public qui gérait l'exploitation des gaz de schiste en France.
Qui l'appuie? Est-ce que la droite vient l'appuyer? Qui sont les partisans? Qui sont dans le camp, si vous voulez, des partisans de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste? Au niveau des politiques, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est pas très populaire en France. En France, il y a une vidéo qui a tourné beaucoup. Alors les médias s'en sont emparés. C'est Gazland. Elle a dû aussi passer au Québec. Aux États-Unis, c'est très connu. La flamme qui sort de la champlure. Ah ouais. Exactement. On voit une personne tirer au robinet et prendre feu. Donc ça a marqué tous les esprits. Alors qu'il y a une contre-vidéo qui a été faite qui s'appelle Trustland et qui reprend point par point toutes les erreurs qui ont été faites dans le film initial, dont justement quand la personne ouvre le robinet et ça prend feu. Ça c'est un mensonge complètement organisé puisque le premier puits de gaz de schiste le plus proche, il est à des centaines de kilomètres. Il n'y a jamais eu de puits dans le coin et en fait ça fait des siècles que naturellement la nappe phréatique est contaminée par du gaz et tous les gens dans le coin savent qu'il ne faut pas allumer une cigarette dans les maisons. Donc c'est un mensonge organisé, mais tout le monde reste là-dessus. C'est de la propagande, finalement. Parce que là, on va donner le portrait de la France ce matin. La France est dans la dèche. Un haut taux de chômage, absolument extraordinaire chez les jeunes. Un gouvernement qui est sclérosé, un État qui est sclérosé, une France qui est improductive. Est-ce que tu as les derniers chiffres sous la main de l'état de santé de la France qui a vraiment besoin de création de richesse, là? C'est une catastrophe. Tout se dégrade. Il n'y a aucun point positif. Les emplois se dégradent, le nombre de faillites d'entreprises se dégrade, le prix de la dette d'État, la dette publique augmente parce qu'on a perdu notre dernier triple A. Donc ça va grosso modo coûter une dizaine de milliards d'euros en plus cette année. Ça va certainement s'aggraver. Il y a vraiment aucune bonne nouvelle au compteur. Il n'y a pas de croissance. C'est de pire en pire. Et le peu d'emplois créés, finalement, est créé par l'État. C'est-à-dire qu'on fait des contrats qui sont aidés, on donne de l'argent à des entreprises pour embaucher des gens, mais c'est grosso modo des chômeurs. Donc, le seul semblant d'effort de redressement, ça vient dans le fond de subventions et de programmes gouvernementaux, là. Oui. Ça vient pas de capitalisation privée. Non, pas du tout. Puis les entreprises fuient parce que il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, la taxation sur les 75%. Là, il y a un nouveau projet de loi qui veut multiplier par 20 le coût des licenciements. Pardon, explique-moi ça. Je comprends pas, le coût des licenciements. Vas-y. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ferment certaines activités parce qu'elles sont moins rentables ou plus rentables. Oui. Eh ben, ils veulent taxer en multipliant par 20 le coût des licenciements. Donc Pardon? ça va rendre impossible. Oui, donc une entreprise qui va mal, elle va aller encore plus mal. Et puis une entreprise qui sera en faillite ou en cessation de paiement, eh ben, on va obliger à accueillir un repreneur. Voilà, c'est complètement crétin. Ah mais la dernière étape, la prochaine, peut-être qu'on en reparlera dans pas très longtemps, ce sera la nationalisation. C'est-à-dire que pour sauver les entreprises qu'on va juger importantes, c'est l'État qui va arriver au capital et sauver l'entreprise, même si c'est chroniquement déficitaire. Donc prenons l'exemple, je te donne l'exemple ici hier, Sun Media, c'est une corporation médiatique, ils ont fermé 11 journaux, ils ont mis 360 personnes dehors. À ce moment-là, ce que tu es en train de me dire, c'est que si on avait une telle loi au Canada, oui. On imposerait une amende à Sun Media qui veut sauver 55 millions en coupant du monde. Donc, ça serait une amende de combien? Parce que c'est 55 millions qu'on sauve. Ça serait quoi fois combien? Une indemnité, les indemnités, par exemple, pour chaque salarié qui est licencié, ça tourne autour de mettons, 50 000, 60 000 $ canadiens. Eh ben, ça serait un chiffre qui sera multiplié par 20. Par 20? Par 20. C'est le projet de loi. Ils veulent le discuter rapidement cet été. Donc, qui est derrière cette mesure crétiniste? Mais c'est toutes les personnes qui ont, donc de droite comme de gauche, avec un background socialiste. C'est-à-dire que dès lors qu'on est constructiviste, c'est-à-dire que on n'arrive pas à laisser libre le marché, alors on veut construire la vie en société à son image, et ben on essaie d'organiser tout dans le moindre détail. Et forcément, comme ça ne marche pas, et ben on prend de nouvelles mesures encore plus liberticides et encore plus idiotes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte actuellement en France qu'on est en train de se diriger vers un mur de ciment? Pas de casque. Non, pas du tout, parce que les gens réclament
toujours plus d'interventions et ils hurlent dans les rues contre le libéralisme. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on a eu un malheureux accident de train, comme vous, il n'y a pas très longtemps. Oui. Sauf que nous, la compagnie ferrée est intégralement gérée par l'État. C'est pas du tout privé. Les rails appartiennent à l'État. Elle est exploitée par des gens qui travaillent pour l'État, etc. Eh ben, on a eu des commentaires en disant que il n'y avait pas encore suffisamment d'intervention, que c'était la faute à la tentative de libéralisation, donc c'était la faute au marché, etc. Il n'y avait pas assez de moyens, il fallait embaucher plus de personnes, alors qu'on est déjà l'entreprise publique de train qui a le plus de salariés. C'est fou. C'est fou. Et ce débat-là sur les gaz de schiste en France, là, c'est intéressant, là, parce que là, il y a comme une lucidité nouvelle chez certaines personnes, trop peu de personnes, dont le ministre qui, lui, se lève, contredit carrément son président. Le président qui a dit qu'il était même contre l'exploration. Oui. Ça l'intéresse même pas d'aller voir sur du gaz. C'est dogmatique. C'est totalement dogmatique. En France, techniquement, on ne sait même pas exactement ce qu'on a comme stock. Bon, ben ça répond à la prochaine question que je voulais te poser. Je voulais savoir c'était quoi vos stocks. On veut pas le savoir. Les géologues ont fait des estimations, mais comme on n'a plus le droit de forer, on ne peut pas savoir précisément. En langue, il veut pas. Voilà. Alors que, selon les géologues, nous pourrions avoir une autonomie en France au niveau du gaz, alors que nous sommes totalement dépendants des importations russes et algériennes et un peu de mer du Nord aussi. On veut pas que ça aille bien en France. On veut pas. Hein? On veut pas. Ça nous intéresse pas. Eh bien non, c'est-à-dire qu'on veut le beurre, l'argent du beurre, donc on veut pas de gaz de schiste en France. Par contre, ça nous dérange pas d'importer du pétrole et du gaz de pays qui respectent pas les droits de l'homme, comme la Corée du Nord, où Total a quelques bases, comme la Birmanie, etc. Là, ça nous dérange pas. Voilà. Alors que le ministre qui s'est converti, qui contredit encore une fois son président, en passant, est-ce qu'il a des chances de se faire littéralement congédier? Il se lève debout, contredit son président comme ça, en disant on devrait l'explorer, on devrait exploiter le gaz de schiste, mais même de manière écologique. Il a une position extrêmement dosée, mais se lever comme ça contre son président, je suis pas sûr que c'est vendeur. J'ai quelques doutes sur son exploitation écologiste parce que comme je suis libéral, je pense qu'il faut donner beaucoup de liberté au marché, mais la contrepartie c'est beaucoup de responsabilité au marché. C'est-à-dire que quand on donne le droit à des entreprises de forer, ben forcément quand il y a des problèmes écologiques, c'est à elles de payer. Alors que là, il veut un peu organiser ça au niveau de l'État, c'est-à-dire qu'il veut que ce soit l'État qui gère tout ça. Et quand c'est l'État qui gère ça, généralement c'est très mal fait. Et ils causent des dommages qu'ils ne veulent jamais réparer. Ça s'est vu par exemple en France avec l'amiante. On a eu un dossier comme ça qui a été très épineux parce qu'on a été un des derniers pays au monde à interdire l'amiante, 25 ans après les États-Unis. Donc, ça crée beaucoup le monde entier considérait que l'amiante était dangereux, mais pas la France. Donc il va y avoir certainement des problèmes. En plus, on est en train de réformer notre code minier qui n'a absolument rien à voir avec le canadien ou l'américain. Qu'est-ce qu'il dit, votre code minier? Ah ben, le code minier dit déjà que nous sommes juste propriétaires, entre guillemets, de la surface, mais le sous-sol ne nous appartient pas du tout. Donc c'est très stimulant pour une compagnie étrangère de venir exploiter une mine en France. Ils vont l'exploiter dans le vide. Ils pourront pas faire de profit avec. Ben, dans le vide, ça va dépendre puisque ce sera l'État qui va donner les concessions. Donc il va y avoir du lobby, il va y avoir de l'argent qui va être un petit peu échangé certainement dans quelques paradis fiscaux que les socialistes ils veulent éradiquer. Mais le minerai comme tel, ils ne peuvent en profiter. Les compagnies minières comme ArcelorMittal, par exemple, ne pourraient profiter du minerai français, là. Ben, ça va être l'État qui va décider. Mais alors le pire de tout, c'est que la personne ou la compagnie qui est au-dessus, qui est propriétaire de la surface, eh bien maintenant, avec la réforme du code minier qui est dans les cartons depuis 2 ans, elle sera carrément expropriée. Elle n'a même pas de mot à dire. Donc on vient chez vous... Comme au Venezuela. Vous dégagez. Voilà, même chose. Bah de toute manière, toutes les économies socialistes se ressemblent, hein, que ce soit la Corée du Nord, bon elle c'est la pire, mais du temps de l'URSS c'était déjà comme ça, en Biélorussie, au Venezuela, à Cuba, l'individu n'a aucune valeur. Voilà. Là, dis-moi, Ulrich, là j'ai vu par Facebook que tu étais venu faire un tour en Alberta, au Canada. Oui. T'as pas eu le goût de rester? T'as pas eu le goût de rester? Ah, bah si, parce que j'ai vu un pays qui était quand même beaucoup plus libre qu'en France. J'ai vu des individus libres, qui avaient envie de travailler, qui avaient un niveau de vie qui était bien supérieur au niveau français. Si, c'est un très très beau pays. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être entouré de gens dégourdis, réveillés, allumés?
mais c'est vraiment très plaisant. On se sent, moi je me sens libre quand j'arrive en Alberta, quand j'arrive aux États-Unis, je me sens libre. On voit des gens responsables, libres, et chacun vit sa petite vie, les gens ne s'occupent pas de la vie des autres, alors qu'en France, tout le monde a un mot à dire sur tout le monde en permanence. C'est déprimant. Ben, je veux pas te laisser dans une déprime comme ça, par contre. Qu'est-ce que tu fais pour le reste de ton été en France? Est-ce qu'il y a des trucs à faire, des trucs intéressants? Vas-tu aller au parc Astérix? Vas-tu aller va t'amuser un peu dans les manèges à Disney, à Disneyland, pour nous? À Edmonton, vous avez un parc absolument fou. Hey, merci beaucoup, Ulrich. C'est très gentil. Passe un bel été. Bye-bye.